Toujours pas de trêve en Ukraine, pas d'accord de paix, une guerre russe qui se poursuit sur le terrain et aussi sur l'information. Les Russes sont passés maîtres dans l'art de la désinformation et nous allons dans ce grand angle revenir sur cette menace, sur les méthodes utilisées, sur les parades possibles. Bonsoir Cyril Gélipter. Bonsoir. Vous êtes chercheur, expert du renseignement russe. Une guerre informationnelle qui ne se terminera jamais. Vous avez peut-être noté cette petite phrase. C'était juste après le sommet en Alaska et elle est signée Sergueï Kirienko, premier adjoint du chef de l'administration présidentielle russe. Il le dit bien, la guerre informationnelle ne terminera jamais. J'imagine que ça ne vous surprend pas. Non, absolument pas. Les Russes se préoccupent sur la question de guerre informationnelle. Enfin, je le vois déjà dans la doctrine militaire en 2000. Cela remonte. Et ils ont commencé effectivement à pratiquer. Nous l'avons vu, j'ai en souvenir un des pays baltes, c'était dans les années 2000, la Géorgie, lors du conflit de 2008. Aujourd'hui, c'est l'ampleur qui a fortement augmenté. Effectivement, les Russes se sont mis sur tout ce qui est l'attaque informationnelle sur le net. Voilà, et on va y revenir très largement, justement, et sur le fait que la France est dans le collimateur. C'est ce que rappelait celui qui était encore chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhardt. On écoute. C'est Poutine qui a dit « Mon adversaire, la France est mon adversaire principal en Europe ». Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas des autres pays, et ça ne veut pas dire qu'il s'occupe que de nous. Mais je pense que la France, elle affiche sa détermination dans le soutien à l'Ukraine. Alors, Cyril Gélipter, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'envoyer des soldats, pourquoi pas français, pourquoi pas allemands, mais est-ce que la menace, elle est d'abord par le récit, par le narratif aujourd'hui ? Oui, oui, il y a aussi la menace par le récit, c'est-à-dire que le but, quels sont les buts de Moscou ? Primo, c'est bien entendu discréditer le pouvoir ukrainien. Primo. Secondo, c'est discréditer les pays alliés de l'Ukraine, mais également les décourager d'aider l'Ukraine. Et là, bien entendu, c'est dans ce cadre que s'inscrit ce narratif. De différentes manières. Il n'y a pas que la guerre informationnelle. Il faut comprendre qu'à Moscou, c'est un peu comme un piano, donc ils vont pianoter les touches, donc la diplomatie, donc le renseignement pour connaître les intentions adverses, donc utiliser la guerre informationnelle. Alors les Russes utilisent le terme plus précisément de mesures de soutien. Avant, ils utilisaient le terme de mesures actives, puis ils sont passés dans les années 90 au terme de mesures de soutien. Pour soutenir eux. Pour soutenir l'activité gouvernementale. Donc, du point de vue justement de l'information, de la désinformation contre l'adversaire et pour promouvoir leurs intérêts. Bien sûr. Et alors, on voit que beaucoup de méthodes sont connues, enfin, commencent à être connues. La France n'est pas seulement enquête. Il y a eu Storm 1516, la Social Design Agency, le réseau Portal Combat. On va les voir s'afficher. C'est vraiment une façon, différentes manières. Il y a Doppelganger qui est un peu plus ancienne aussi, pour pouvoir, récupérer l'information et la détourner. Alors là-dessus, c'est quand même, je dirais qu'il y a beaucoup de faux qu'ils ont fait circuler. Vous parliez de Storm 1516 par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait circuler des faux messages comme quoi Daesh soutiendrait le régime ukrainien et enverrait des combattants combattre aux côtés de l'armée ukrainienne contre l'armée russe. Vous avez donc à la fois utilisation de fausses informations. Vous pouvez avoir aussi des attaques informationnelles de type DOS. Vous saturez un site internet pour qu'il ne fonctionne plus. Vous pouvez avoir des attaques de type logiciel rançongiciel, je crois que ça s'appelle, où vous piquez les données, vous bloquez les données d'une entreprise, d'une administration, vous dites vous payez une rançon, sinon vos données vous ne les reverrez jamais. Et vous pouvez avoir aussi bien entendu les attaques informatiques qui visent à choper de la donnée. Sauf que là-dessus, les Russes utilisent vous avez différents groupes, ils ont décentralisé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'avant c'était l'apanage des services de renseignement. Puis vous avez des personnes, y compris des Russes, qui se sont formés aux questions de communication, y compris dans des universités occidentales, et qui maintenant les mettent en œuvre. Oui, effectivement, on voit qu'il y a presque un secteur d'activité qui se développe en Russie. Juste pour revenir sur Social Design Agency, qui se vantent quand même d'avoir 10 milliards de points de contact, 57 millions de commentaires. Donc on voit que vraiment ça peut toucher très largement, et ça c'est le ministère français de la Défense qui donne ces chiffres, et ils ont à leur disposition des graphistes, des techniciens, des rédacteurs. Pour vous, il y a donc le secteur,
peut-être officiels, Kremlin, et le secteur privé? Comment vous voyez ça? Généralement, je pense que ce sont des commandes qui viennent. Alors, ce n'est pas très clair si ça vient systématiquement, si c'est l'administration qui contrôle directement ou si ça passe par les services de renseignement. Mais oui, ils ont développé ça depuis longtemps. Je voyais déjà des annonces pour la fameuse IRA, la société de Prigogine. Vous aviez des annonces même sur les offres de poste de Saint-Pétersbourg, il y a plusieurs années, où une personne disait quand vous entrez dans cette société, vous avez des règles de sécurité, vous avez de remplir un formulaire assez complet sur vous-même, etc. etc. Ils ont développé tout ça, sans doute aussi parce que, je pense qu'ils se disent, bon, on joue sur tous les tableaux, il n'y a pas que les services qui font ça de manière bureaucratique, on utilise aussi le privé, parce que le privé, ça peut marcher. Et on voit cette vidéo, pendant que vous parlez, qui est donc une vidéo, un clip qui est signé Social Design Agency, qui est extrêmement, qualitatif, effectivement. Est-ce qu'on peut s'inquiéter maintenant de l'IA? Vous avez toutes ces images qui sont détournées. On a vu, la dernière en date, c'était les dirigeants européens qui étaient, qui semblaient comme, punis, prostrés, et tout ça. Et en fait, c'était faux. Donc ça va développer, ça c'est un risque majeur. Mais ça, tout le monde en parle dès que l'IA est apparu. Le risque, effectivement, d'avoir des fakes. Je note, soit en passant, qu'il n'y a pas que les Russes qui les utilisent. Les Ukrainiens aussi font des fakes, et j'ai eu à en détecter quelques-uns. Si l'on veut détecter ces fausses informations, voir la source, 2, voir la source, remonter aux sources originaires, voir qui les reprend, et cela donne déjà un peu le ton. Si jamais vous voyez que c'est un compte pro-russe ou pro-ukrainien qui reprend une information et que cela tourne dans ce petit monde, mais que cela ne vient pas de source officielle, que ce n'est pas confirmé, là vous vous posez des questions. D'accord, vous nous donnez des clés pour essayer de faire, essayer de comprendre si c'est une vraie ou une fausse information. Mais ce qui peut sembler décourageant pour tous ceux qui travaillent sur le sujet, c'est qu'en fait même le fait de faire un fact-checking, d'essayer de savoir du vrai du faux, ça donne de l'ampleur. Là on parle d'eux, on monte leurs vidéos, donc là aussi c'est presque ils gagnent des points. Mais depuis le début du conflit, effectivement, je vois, mais de part et d'autre, c'est pas que côté russe, côté russe beaucoup, mais pas que. Je vois une propagation de fausses informations. Nous sommes littéralement noyés. Donc moi, je lis cela pour le téléspectateur qui nous regarde. Quand vous voyez une information, prudence. Soyez prudents et vérifiez soigneusement pour ne pas vous faire avoir. Mais surtout, quand vous faites comme ça de la désinformation, votre but, c'est de semer la confusion. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est aussi comme ça, par exemple, que les Russes, les Ukrainiens aussi, c'est comme ça qu'ils procèdent. 2, c'est bien entendu discrédité. Donc, il faut regarder une nouvelle fois, regarder d'où ça vient, regarder si c'est confirmé, remonter à la source originelle, c'est le mieux qu'on puisse faire. Effectivement. Il y a aussi des images fortes qui ont été aussi beaucoup commentées. Les jets de peinture verte sur des synagogues, dernière en date. Là, je parle d'incidents en France. Dans un climat d'antisémitisme. Et là, est-ce qu'on peut, nous aussi, médias, courir après l'information? Et là, typiquement, c'était pas avéré que c'était vrai. Est-ce que ça, c'était un coup monté? Alors, pour la peinture verte, je ne sais pas si c'est un coup monté ou non, mais en tout cas, si c'est vrai, c'est une manière un peu de remettre... On avait les croix de David qui avaient été taguées en bleu. Oui, et les pochoirs bleus. Et voilà. Et donc ça, il y avait des Moldaves qui ont été arrêtés. Est-ce que c'est aussi un moyen de déstabiliser la France, un pays? Est-ce que c'est des méthodes? Ça, c'est des méthodes... KGB, non? Alors, je vais vous raconter cela rapidement. C'était fin des années 50, début des années 60. C'est un transfuge tchèque à l'époque de la guerre froide qui en avait parlé. Le patron du service de désinformation du renseignement extérieur du KGB avait envoyé un commando dans une petite ville. Règle très simple, ils profanent quelques tombes, ils mettent des symboles néo-nazis. Et ensuite, voyons comment la population réagit. Vous avez des gens qui ont été choqués. Sauf que chez une petite minorité de la population, cela a réveillé leur antisémitisme latent. Donc, de nouveaux incidents. Donc, les soviétiques avaient, à l'époque, appliqué cela en Allemagne fédérale, c'était dans les années 50-60, avec succès, il est vrai. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le but. Ils ont repris cette méthodologie-là. Vous faites créer des incidents antisémites qui vont faire du bruit, qui dans le but de faire,
Effet boule de neige. Fragiliser aussi la cohésion nationale, fragiliser... mais aussi entraîner éventuellement, faire en sorte que des personnes aient l'idée de faire ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on peut trouver des parades? Vous nous l'avez dit, il faut essayer de remonter le fil de l'information. Mais on voit que la France tente avec notamment le programme Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques et étrangères. Ça, c'est important, plus que jamais, d'avoir ce type d'institution. Ah oui, parce que cela permet de remonter les filiales. Enfin, les rapports de Viginum sont assez bien documentés quand vous les lisez attentivement. Bien entendu, je pense que ils ont de l'information fermée, mais même s'ils mettent de l'information ouverte avec des liens pour justifier, pour légaliser, si je peux m'exprimer ainsi. Tout le problème, c'est que vous aurez toujours des personnes qui n'y croiront pas. Bon, c'est leur droit, après tout, c'est la liberté d'expression, de ne pas croire. Mais effectivement, comment faire ? Réussir à empêcher toutes les opérations, c'est quand même assez compliqué. Et on peut pas faire, et la France, comme d'autres pays européens, ne peuvent pas faire de la contre-désinformation. On peut pas utiliser les mêmes méthodes, ça c'est impossible. Oh, je pense que si nous l'avons... Enfin, je pense... Alors, la France, je ne sais pas, les Ukrainiens, je sais qu'ils l'ont fait. Oui, les Ukrainiens, oui, mais après, ça décrédibilise toute information. Ça, c'est vraiment... Vous pensez pas que c'est le problème... Enfin, ne surtout pas tomber dans cette écueil. Oui, mais vous savez, tout le problème aussi, c'est que dans la guerre de l'information auquel nous assistons, le but, c'est de saturer aussi. Vous saturez, tous les jours, il faut faire ce que les anglo-saxons appellent du storytelling, raconter une histoire. Donc, il faut toujours trouver quelque chose, parce que, je suis désolé de le dire, le téléspectateur est, entre parenthèses, pris pour un imbécile. Vous allez sortir une information qui est fausse, le lendemain, tout le monde l'aura oublié. C'est comme ça que les Russes font, c'est comme ça que les Ukrainiens aussi font. Tous les jours, il faut nourrir la bête. Oui, avec le risque que nous fassions avoir. Et vous parliez je vous ai écouté dans une interview, vous disiez qu'il fallait faire attention aux Comores, c'est-à-dire que la Russie cherche en fait de nouveaux partenaires pour diffuser de l'information. Oui, c'est la fausse information. Alors, ça apparaissait déjà dans leur doctrine sur la sécurité informationnelle au niveau international. C'était déjà mentionné, de développer les partenariats avec des pays étrangers. Et effectivement, c'était un arrêté de décembre 2024 signé par la Russie, qui est disponible sur leur site, leur Légifrance Made in Russia, où ils voulaient signer un accord de sécurité de l'information avec les Comores. Ça m'a tout de suite alerté quand j'ai vu cela. Le but, je pense, c'est d'aider les Comores à se développer dans le domaine du numérique, y compris potentiellement le hacking, voire la désinformation, parce que les Comores travaillent dessus. Ils ont commencé à organiser leur premier hackathon l'année dernière. Vous savez, entraînement au hacking. Oui. Bon, et effectivement, en juin dernier, le ministre des Comores aux questions du numérique aux Comores de déclarer ouvertement: nous n'avons pas les moyens d'envoyer dans le domaine du cyber nos étudiants en Russie, mais nous incitons la Russie à envoyer leurs spécialistes chez nous, sachant que l'ambassade de Russie aux Comores sera ouverte en 2026. Jusque-là, les Comores sont couverts depuis l'ambassade de Russie à Madagascar. Donc voilà, peut-être une coopération naissante sur ce secteur. Il y a un risque potentiel. Merci Cyril Gélibert d'être venu dans 64 minutes. À très bientôt.